Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour et bienvenue pour notre webinaire sur les 7 règles d'or pour réussir sa vie. On est heureux de vous accueillir pour échanger surtout avec vous. Les petits messages d'usage, merci de nous confirmer par le chat que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien en nous signalant, en nous écrivant des bonjours, des bienvenus, tout est bon, que vous êtes de partout dans le monde aussi, c'est toujours agréable de voir qu'on a du monde d'un petit peu partout, donc n'hésitez pas à nous dire d'où vous êtes, ce que vous faites, etc. Je crois qu'on sera environ 250 aujourd'hui, donc merci de nous saluer. Merci à tous, vous êtes toujours aussi nombreux à suivre nos webinars. Merci. Florian, c'est à vous. Allez, on y va. Donc, 2 mots sur le cabinet que j'ai créé en 1976 à Montpellier, qui est donc spécialisé dans le domaine des ressources humaines avec du conseil en recrutement, de la placement, de la formation, des bilans de compétences, du coaching et du conseil RH de manière générale. Voilà. Nous avons donc une vingtaine d'implantations en France avec des consultants qui sont dans les principales métropoles françaises et avec des relations privilégiées avec le Maghreb, l'Espagne et l'Italie. Voilà pour la présentation formelle. En ce qui me concerne, j'ai fait Subdeco à Toulouse, Sciences Po à Toulouse et une licence de sciences éco. J'ai une activité associative très riche en France et au niveau national. Et je me définis comme un créateur de liens sociaux. Voilà pour la présentation formelle et rapide. Et toi, Loïc ? Moi, je suis le co-gérant maintenant du Florian Manson Institut. J'ai rejoint le cabinet il y a une vingtaine d'années, en même temps qu'Augustin Valero. Alors, apparemment, il y a un petit problème technique. Loïc, j'ai perdu Loïc. Ah, ça y est, je le vois. C'est déjà pas mal. Mais je ne voyais pas Loïc. Bon, j'espère, Loïc, que tu m'entends et que l'on peut donc démarrer tranquillement notre webinaire. Alors. Donc, je vois que Loïc a été déconnecté à cause d'une perte de connexion Internet. Donc, je suppose qu'il va réapparaître rapidement. Alors, je n'ai pas mon PowerPoint qui devrait être là en principe. Mais bon, le but, c'était de vous présenter les 7 règles d'or issues de notre expérience, de nos tâtonnements et de notre vision des choses. Voilà, je vois que Loïc vient d'arriver, ce qui est une bonne chose. Les aléas du direct, la connexion Internet qui est tombée au milieu de tout ça. Allez savoir pourquoi. Rebonjour à tous. Je ne vais pas aller plus loin. Vous aurez de toute façon le PowerPoint à la fin de la présentation. On vous enverra le replay, le PowerPoint, ce genre de choses. Donc, je laisse Florian dérouler. Moi, je serai le modérateur. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, même en plein milieu, des réflexions, des choses comme ça, vous y allez et j'essaierai de me faire le modérateur de toutes vos pensées et autres questions. Oui, n'hésitez pas donc à poser des questions pendant le déroulement du PowerPoint, en fait. Donc, évitez de me faire monologuer. Je préfère dialoguer, ça sera plus interactif, ça sera plus sympa. Voilà. Alors, donc, 7 règles, très simples, on va les dérouler les unes après les autres. On va commencer par la première. Donc, la première des règles, c'est irradie du positif et reçoit
en retour du positif. Voilà. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'avoir un certain bonheur. Et le bonheur, ce n'est pas un état. Le bonheur, c'est un processus, c'est une recherche, c'est un cheminement. Et dans ce cheminement, ben, il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Et il ne tient qu'à nous à gérer cette relation avec les autres. On peut intervenir sur des éléments et pas sur d'autres éléments. Il y a moi et les autres. Mon moi, ben, il dépend de quoi et de qui? Ben, il dépend de l'éducation, de ma formation, de mes expériences, de l'idée que je me fais de moi-même et de l'image que me renvoient les autres, en fait. Donc, moi, dans cet environnement, qu'est-ce que je fais? Ben, je pense, j'analyse, je décide, j'agis. Et toute cette dynamique, je dirais, est accélérée ou freinée par mes émotions, par mes sentiments, par mes motivations. Je crois être libre quand j'agis, mais je dépends de ces nombreux facteurs qui m'ont constitué et qui me façonnent en permanence, en fait. Je ne suis pas un individu achevé, je suis un individu en devenir. Et donc, j'ai intérêt à me connaître et à bien me connaître. Voilà. Et c'est moi et moi seul qui décide si ma démarche est positive ou non. Qu'est-ce que je constate? Je constate que si je suis sympa avec les autres, très souvent les autres sont sympas avec moi. Si je suis agressif vis-à-vis des autres, très souvent les autres seront agressifs vis-à-vis de moi. Si je suis indifférent, ils seront indifférents. Ce que je veux dire, c'est que je guide ma relation avec l'autre. Donc j'ai intérêt à prendre une paire de lunettes, à chausser une belle paire de lunettes pour voir la relation telle que je voudrais la voir, en fait. Je ne suis pas dans un monde de bisounours. Je ne prêche pas le monde du bisounours, ni la méthode Coué. Mais je me dis que mon comportement va influer sur le comportement des autres. Et vice-versa. Donc j'ai intérêt à irradier du positif. Et je constate que plus j'irradie du positif, plus je reçois du positif. Quelle que soit la situation. Donc ça, c'est simple. Vous le faites sûrement déjà. Deuxième règle intéressante, deuxième règle d'or intéressante, aime les autres plus que toi-même. Alors ça peut surprendre. Mais qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Dans la vie, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui dicte notre relation avec les autres. Il y a 4 formes d'amour. Les Grecs avaient défini 4 formes d'amour. Ils avaient défini storgé. Storgé, ça décrit l'amour familial, on va dire, comme l'amour d'un parent par rapport à son enfant, c'est le prendre soin. Le deuxième amour, c'est philia, qui se rapproche de l'amitié. Le troisième, c'est éros. Je ne fais pas un dessin, c'est l'attirance sexuelle, le désir. Et puis, il y a la 4e forme d'amour qui m'intéresse davantage, c'est l'agapé. L'agapé, c'est l'amour du prochain. Bon, il s'agit d'une relation qu'on pourrait baptiser altruisme, si vous voulez, mais l'agapé se définit par sa spontanéité. C'est pas un acte réfléchi, c'est pas une forme de politesse, mais c'est une réelle empathie pour les autres. Dans la tradition chrétienne des pères de l'Église, ce mot était assimilé autrefois au concept de charité, qui est un mot dépassé aujourd'hui, en fait. Le but, c'est pas d'être ami avec tout le monde, ni de les séduire sexuellement parlant, ni faire preuve de charité à leur égard. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'aimer le contact, la relation, les échanges, la communication, les explications, la pédagogie. Voilà. Et tout cela exige des efforts. Et il faut être doté d'une bonne dose d'empathie et de bienveillance pour y arriver. Il faut faire preuve de patience. Il faut répéter les choses, être positif, rebelote, sourire, encourager, aider, soutenir. C'est tout ça. Mais il faut, avant tout, et vous le savez, s'aimer soi-même. Et c'est le plus important, en fait. Alors, s'aimer soi-même, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire
être égoïste ou faire preuve d'amour-propre. S'aimer soi-même, c'est s'accepter tel que nous sommes, en éliminant les déceptions, les rancœurs envers nous-mêmes, parce qu'on a peut-être le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur de nos valeurs, de nos ambitions, de nos idéaux. S'aimer soi-même, c'est accepter ses limites, ses faiblesses, ses défaillances, ses échecs, ses torts. Notre ambition inconsciente, c'est de devenir le meilleur, parce que depuis tout petit, nos parents nous l'ont dit, en fait. Et parfois, on peut être déçu par ce que l'on fait, par ce que l'on dit, par les résultats que l'on obtient. Mais aimer l'autre, dans cette relation avec l'autre, c'est l'accepter, je dirais, avec ses différences. Je dirais même, c'est accepter ses différences, c'est apprécier ses différences. Aimer l'autre, c'est ne pas vouloir le changer, ne pas vouloir qu'il nous ressemble. Aimer l'autre, c'est de ne pas être dans le jugement. Évitons la critique ou la flagornerie. L'autre attend de l'authenticité. L'autre attend que l'on soit vrai. Aimer l'autre, c'est dépasser la posture égoïste, la recherche personnelle du bien-être. Aimer l'autre, ce n'est pas se sacrifier pour lui ou être dans la charité morale, c'est agir pour son bonheur. Aimer l'autre, c'est accorder toute son attention aux plus faibles, aux plus démunis. Aimer l'autre, c'est valoriser les minorités, leur tendre la main, les considérer comme des frères. Aimer l'autre, c'est savoir pardonner, c'est faire rimer bienveillance avec solidarité. Aimer l'autre, c'est trouver ce qu'il y a de meilleur en lui. Voilà, c'est ça en fait. Je crois qu'il faut dépasser, je vois que Loïc sourit, peut-être qu'il a des questions pertinentes ou impertinentes, deux petits points et je te passerai la parole. Aimer l'autre, c'est dépasser l'injonction de Jésus qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est intéressant. Mais on va beaucoup plus loin, parce que Jean, lui, dit « Comment peut-on aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas le frère qu'on voit ?» Voilà. Loïc, tu as déjà des réactions ? Oui, j'ai notamment une réaction d'Emmanuel. Emmanuel qui dit « Je nuancerai la règle 2, car à vouloir aimer les autres plus que soi, on peut être déçu par la possible absence d'amour en retour. » Et il complète. Oui. Et il complète par avoir de l'empathie pour l'autre qui n'est pas comme moi, sans rien attendre. En retour, si les autres ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Alors, si j'ai formulé la règle d'or comme ceci, aimer davantage les autres que soi-même, c'est pour montrer que dans la relation à deux, le plus important, c'est l'autre, c'est pas soi-même. Voilà. J'ai voulu marquer le coup. Intéressez-vous à l'autre, ne vous intéressez pas à vous, ne parlez pas de vous, parlez de l'autre. Intéressez-vous à ce qu'il fait, à ce qu'il pense, à ce qu'il dit, à ce qu'il veut faire. Aidez-le à réaliser ce qu'il veut faire. C'est ça, en fait, ce que je veux dire. Et forcément, la relation que l'on crée avec l'autre, ça sera une relation fabuleuse, en fait, parce que l'autre sera bien, l'autre va bien se sentir avec vous. Il faut qu'il se sente bien. Et si vous vous intéressez à lui, forcément, il se sentira bien. Est-ce que je suis clair dans ma réponse ? Pour moi, ça a l'air. Après, je pense que certains réagiront. Je vois que Carole nous dit s'intéresser à l'autre. Ah oui. Ah oui. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Emmanuel. C'est vrai dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle, en fait. Parce que dans la vente, ceux qui ont une expérience dans le commercial savent très bien que le plus important n'est pas de parler de son produit ou de ses services. Le plus important, c'est de parler de l'autre, de le faire s'exprimer. Aimer l'autre. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas travailler. Ce n'est pas possible. On est d'accord. On arrive à la troisième règle d'or, selon Saint-Florian, donc je vous malaise. Troisième règle d'or, demeure sans cesse en éveil en cultivant ta curiosité. Voilà. Alors, c'est quoi l'éveil ? Je crois que l'éveil, c'est notre capacité à mobiliser notre intelligence
notre pensée, notre sensibilité, nos sens, afin de réagir à toute situation, à tout contact. Et qu'est-ce qui active en permanence l'éveil? Eh bien, c'est la curiosité. Le véritable moteur, c'est la curiosité. Alors, on a toujours considéré la curiosité comme un vilain défaut. Il est abominable, ce proverbe, en fait. Hein. Il est abominable. Alors, c'est vrai que demander l'âge à une femme, demander le montant du salaire, de son salaire à quelqu'un, c'est peut-être, c'est sûrement même incongru, mais ce n'est pas ce genre de curiosité qui m'intéresse, en fait. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la curiosité qui va traduire un intérêt porté à un sujet, à une situation, à un phénomène donné. Je crois que les mots, les idées, les concepts sont de nature à éveiller notre esprit, à nous inciter à demeurer sans cesse en éveil. Je crois que la curiosité peut porter sur des comportements, sur des faits ou sur des idées. Voilà. C'est la curiosité comportementale qui m'intéresse. Observer, comprendre, sortir de son modèle de départ, changer de paradigme, remettre en cause, sortir de sa zone de confort. Voilà. Alors, on peut bien sûr agir de manière transgressive, hein, c'est évident, ça peut être intéressant. Mais il est important d'avoir nos antennes en permanence ouvertes. Hein. La curiosité, c'est ça. Hein. Moi, je vais vous faire un aveu. Moi, je regarde très souvent la télévision le soir, mais après mon émission de télévision, quand je me couche avec ma tablette. Ma femme, bien sûr, mais avec ma tablette. Vous saurez tout, hein. Avec ma tablette. Pareil, hein. Avec ma tablette. Et donc, grâce à ma tablette, ben, je vais approfondir ce que j'ai vu. Parce que forcément, il y a des histoires, il y a des dates, il y a des idées, il y a des concepts, il y a des hommes dont on a parlé, mais j'aime bien approfondir. Voilà. C'est ça la curiosité, en fait. Hein. Tout est prétexte à. Ça, c'est important. Hein. J'ai Philippe qui nous dit être curieux dans un objectif d'apprendre et acquérir de la connaissance pour apprendre à penser par soi-même. J'aime bien le côté apprendre à penser par soi-même parce qu'effectivement, la curiosité est juste pour la curiosité. Être boulimique comme certains, je ne pointe personne ici, c'est bien. Mais à quoi sert cette boulimie d'apprentissage, de curiosité? C'est aussi pour penser par soi-même. C'est aller voir tous les… C'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque, en fait. Hein. Le but, c'est de s'améliorer en permanence. Et je crois que une journée a été bien vécue si on a appris plusieurs choses, pas une seule chose, plusieurs choses, en fait. Hein. Et non seulement on doit apprendre plusieurs choses, mais on doit, je dirais, les noter, les classer pour pouvoir demain les réutiliser. Mais dans un but, la personne qui a parlé a eu raison, de s'améliorer, en fait. Hein. C'est ça le but, en fait. Hein. Moi, je tiens à faire… Oui. Allez-y. Prenons l'image suivante sur l'échange. Quand deux personnes échangent un produit, ben, ils repartent tous les deux avec un produit. Lorsque deux personnes échangent une idée, ce qui est magique, c'est que les deux personnes repartent avec deux idées. Voilà. C'est ça qui est génial, en fait. Hein. Et donc, forcément, dans l'autre, il y a quelque chose d'intéressant que l'on va piquer, on va s'imbiber de l'autre, en fait, hein, pour repartir non seulement avec ce que je pense, mais ce que lui va m'apporter. Et il ne faut pas être passif dans la relation avec l'autre. Hein, c'est ça qui est intéressant. La vie est action, en fait. Hein, et donc, il faut qu'en permanence, grâce à mes antennes qui sont déployées, ben, je puisse m'absorber, m'imbiber de l'autre, en fait. Hein. C'est ça l'esprit. Et alors justement, il y a Jean-Luc qui dit est-ce l'ouverture d'esprit qui rend curieux? Alors, c'est l'œuf ou la poule? Les deux sont importants, en fait. Hein, et je crois que c'est un entraînement. C'est un entraînement. Et moi, je suis boulimique, point part. Hein, je suis boulimique de connaissances. Je suis boulimique de comparaison. Je suis boulimique de classement, en fait. Hein. Tout m'intéresse. Tout m'intéresse. Moi, j'étais désespéré quand mes deux filles étaient petites et que je leur expliquais quelque chose et qu'elles me répondaient, vous ne le répéterez pas parce qu'elles ne vont pas apprécier, elles me répondaient… On ne les connaît pas. elles me répondaient, mais papa, c'est pas au programme. C'est pas au programme. Ah, j'étais désolé hein, quand
quand elle me répondait ça, bon, je les ai remises heureusement sur le droit chemin, mais cette notion d'éducation nationale avec un programme que l'on va suivre à la lettre, c'est dramatique. Parce que malheureusement, tous les écoliers, tous les lycéens ont été un petit peu modelés à cause du programme. Et on va lire, on va voir, on va visiter quelque chose si c'est en relation avec le programme, avec la matière étudiée. Et ça, il faut vite l'éclater, en fait. Il faut le faire éclater. Tout doit nous intéresser. Parce qu'il y a forcément des choses intéressantes à piquer à gauche et à piquer à droite. Voilà, c'est ça là. Dans chaque religion, parce qu'il y a eu un petit débat sur l'obédience plus ou moins chrétienne de ce webinar, bon, il y a dans toute religion, dans tout univers, dans toute géographie, dans toute chose, il y a des choses intéressantes. Mais j'aime bien la réflexion de Benoît qui dit à creuser les choses, aller au fond des choses, ne pas survoler. C'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, on a une tendance tous à survoler un peu. On tape dans Google et puis avec Wikipédia, on a l'impression qu'on sait. Mais survoler, Florian? Survoler est intéressant pour identifier un point. Voilà. Je crois que c'est ça. Moi, oui, il faut aller plus loin après. Oui, voilà. Moi, quand je feuillette un journal, j'aime bien feuilleter mon journal. Je le fais en entier. Puis après, je reviens et je vais m'appesantir sur un sujet, sur un reportage qui m'intéresse en fait. Donc, les réseaux sociaux, les machins, les bidules, l'Internet, tout ce que vous voulez, c'est bien pour avoir la panoplie complète en fait. C'est pas séquentiel, c'est pas l'un après l'autre en fait. Ça bouffe du temps l'un après l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une vue globale. Et une fois qu'on a la vue globale, on sait très bien où est-ce qu'on doit aller. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais l'idée, c'est ça, en fait. Et alors, comment un boulimique de curiosité, d'apprentissage comme vous fait pour ne pas être frustré, à l'inverse, de se dire je ne peux pas tout savoir, en fait, et je ne peux pas tout connaître, il y a tout le temps des choses à apprendre. Ah, Loïc, mon plus grand regret, c'est de ne pas retenir tout ce que je lis et tout ce que je fais et tout ce que je pratique. Voilà, c'est mon plus grand regret, c'est ça, c'est de ne pas retenir. Alors, j'ai ma petite astuce que je vous donne comme ça, en fait. Pour retenir quelque chose, il faut le répéter. Voilà. Alors, c'est pour ça que souvent, je me répète, en fait, parce que en répétant les choses, pour ceux qui connaissent Florian a un comique de répétition régulier, donc… Et oui, mais c'est pour ça, en fait. Ça part d'un bon sentiment parce que plus on exprime une idée, plus on développe une idée, plus on s'enrichit, on la conforte, on l'améliore, en fait. Et puis on la retient beaucoup mieux. Voilà, en la pratiquant, on la retient beaucoup mieux. Voilà, Parce que lire pour soi, c'est pas suffisant. Moi, j'adore lire, mais j'aime bien vite en discuter avec ma femme. Bien sûr, au petit-déj le matin, quand la veille, je lis quelque chose, j'aime bien échanger. Parce qu'en échangeant… pareil, on s'améliore, on devient plus fort en fait. Et la vie, c'est sans cesse s'améliorer en fait. C'est ça vivre intensément. Sinon, si c'est pour vivre de manière passive, si c'est pour subir les choses, ça a peu, selon Saint Florian, ça a peu d'intérêt. Allez, quatrième règle d'or. La quatrième règle d'or, sois acteur de ta vie en lui donnant du sens. Ah là là, le sens. C'est vrai que donner du sens à sa vie devrait être l'objectif principal de tout le monde, de tout individu en fait. Et dans la pratique, de manière empirique, chaque personne va vivre en fonction de sa conception de la vie en fait. Alors certains vont proposer de réussir dans la vie, ouais, pourquoi pas. Mais moi, je préfère réussir ma vie. On a chacun sa vie, en fait. Et la vie, on va la vivre comme on a décidé de la vivre. Alors, vous allez me dire, il y a des contraintes, il y a des machins, ouais, c'est la faute des autres. Ouais, si vous voulez, mais ce n'est pas le plus important, en fait. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a tendance à découper la vie en différentes choses. En différentes étapes, la naissance, l'adolescence, la jeunesse, l'âge adulte, la vieillesse, la mort. Ou alors, on a tendance à découper la vie privée et vie professionnelle. Les candidats que l'on reçoit, souvent, rapidement, nous parlent de la vie privée, de la vie professionnelle. On a tendance à décomposer la vie en fonction du statut. On est fils, on est conjoint, on est père, on est ami, on est amant.
ou par rapport à nos activités sportives, ou par rapport à nos hobbies. En fait, il n'y a qu'une vie. Il n'y a qu'une vie. On n'a pas saucissonné. On a une seule vie avec différentes facettes. Voilà. Et c'est nous qui accordons de l'importance ou pas à ces différentes facettes. Alors, est-ce que la vie a un sens? Bien malin qui sait y répondre, en fait. Mais pour bien la vivre, pour la vivre intensément, on a intérêt à soi-même déclarer un sens, se positionner par rapport à un sens. Je dirais, peu importe le sens, pourvu qu'il y en ait un. Est-ce que c'est fonder une famille, vivre de manière fusionnelle avec elle, aider les jeunes à grandir, à transmettre? Pourquoi pas? C'est bien. Et je réussirai ma vie si j'arrive à atteindre cet objectif-là. Est-ce que le sens de la vie, c'est le travail? Travailler, toujours travailler, réussir professionnellement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à condition que ça soit bien calculé et pas subit. Est-ce que donner du sens à sa vie, c'est s'engager en politique, défendre le bien public, raisonner de manière collective et pas de manière individuelle, lutter contre le racisme, la xénophobie? Très bien, très bien. C'est une belle manière d'enrichir sa vie, sa conception de la vie et donner du sens à son activité. Est-ce que c'est avoir des activités bénévoles, aider les plus démunis, les exclus, les discriminés? Très bien. En plus, ça va renforcer l'estime de soi, en fait. Est-ce que c'est cultiver son jardin? Faire des confitures? Pourquoi pas? Profiter des choses simples? Pourquoi pas? Ce que je veux dire, c'est que on doit avoir un axe. On doit avoir un chemin. Mais ce chemin, c'est le nôtre. C'est le nôtre. Le problème, c'est qu'on a des tas d'injonctions différentes, contradictoires, et on est un peu paumé parce qu'on n'entend plus le contraire. Donc, le plus simple, c'est de créer un sens, se donner un sens, et d'y aller. Voilà. Alors, bien sûr, on aurait tendance à privilégier l'engagement noble, celui qui est positif, le panache, bien sûr, bien sûr. Mais peu importe le sens que l'on peut avoir, à condition d'en avoir un. Oui, oui. Une bonne réflexion, j'allais faire exactement la même, vous poser exactement la même question, mais Claudia dans le chat a anticipé, pas forcément le même sens en cours de vie, on peut changer de sens. Bien sûr, parce que, je vous l'ai dit, on est marqué par nos succès, nos échecs, nos réussites. Moi, je suis comme Michel Serres. Michel Serres disait, nous avons un habit d'arlequin. Et l'habit d'arlequin, il est fait de différentes pièces, des pièces rapiécées en fait. Et on est constitutif de toutes ces différentes pièces. L'habit que nous portons, chaque événement, un succès ou un échec, nous a fait grandir. À condition qu'on ne soit pas passif, à condition qu'on puisse décoder, à condition qu'on puisse comprendre, qu'on réagisse en fait. Mais on est constitutif de tout ça en fait. Et donc on peut emprunter différents chemins. En fait, Ce qui est très embêtant dans notre système occidental, c'est que on a une image qui est abominable. L'image abominable, c'est l'image de la pyramide. Voilà. Et cette image de la pyramide, elle nous pollue la vie. Elle nous pollue la vie. Parce qu'elle nous incite à dire, il faut être en haut de la pyramide, il faut être le chef, il faut être le meilleur. Et donc, on ne va pas tous y arriver. On ne va pas tous y arriver en haut de la pyramide. Donc, ne soyons pas omnibulés par le haut de la pyramide. On peut très, très bien. C'est comme le manager et l'expert dans l'entreprise. On valorise le management, on valorise l'individu qui encadre un grand nombre de salariés. Et voilà, j'encadre 5, 10, 50, 100, 1000, 2000. Qu'est-ce que je sais bien? Taratata. Un expert, le responsable qualité, le responsable contrôle de gestion, même s'il est tout seul, il peut se réaliser dans son travail, en fait. Donc, cette notion de pyramide, elle est abominable. Donc, moralité, si, c'est pour répondre à ta question et la question de Claudia, je crois que c'est ça. De Claudia. Pour éviter la pyramide, prenons des chemins qui serpentent. On n'a pas besoin de monter. Être bien sur le chemin,
c'est déjà pas mal. C'est déjà sacrément bien, en fait. C'est pas la destination qui compte, mais c'est le chemin. Exactement, je ne voulais pas le dire, mais c'est ça, en fait. Donc, finalement, c'est bien, c'est presque le carpe diem, en fait. Quel que soit le chemin que l'on emprunte, ben, qu'on éprouve du plaisir, qu'on cherche ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bien, etc. Et je vais même plus loin dans mon raisonnement. J'apprécierais beaucoup plus le chemin si je le partage avec quelqu'un, avec ma femme, par exemple, en fait. Je crois que le bonheur, il est encore plus fort quand on le partage. Voilà. Mais bon, ça c'est… Oui, sa femme, ses amis, ses enfants, ses relations, etc. C'est une autre histoire. Il y a Eric qui nous dit comment trouver son vrai sens, son chemin. C'est aussi être capable de prendre des risques. Vous parlez beaucoup de bonheur, de positif, etc. Mais il faut aussi surmonter ses peurs pour savoir changer, trouver le sens, etc. Alors, il faut oser. Voilà. Moi, je dirais qu'il faut oser. Il faut être intrépide. Avec Pierre Vinault, je crois, qui est présent aujourd'hui au webinaire, on a parlé ce week-end, alors qu'on était en voyage du côté d'Albi et de Mazamet, on a parlé d'intrépidité. Mais il faut être intrépide, en fait. Il faut oser, il faut de l'audace, en fait. Mais quelque chose de mesuré en évitant les extrêmes, en fait. Il nous faut un petit peu d'adrénaline, il nous faut du piment dans la vie. Et quand on ose, on pimente sa vie, en fait. Prendre un petit risque, c'est bien. Mais moi, je suis contre les usines à gaz, en fait. Moi, j'incite beaucoup les personnes que je rencontre à créer leur activité, leur entreprise. Et j'en dis très vite, surtout pas d'usine à gaz. C'est pas la peine. Tu sais, les boîtes qui perdent de l'argent pendant les 3 premières années, alors la quatrième, on équilibre. Et à la 5e, taratata. Je vais couper l'herbe sous le pied à Antoine, qui est un peu notre représentant. Il va se reconnaître, Antoine, qui a dit oui, on peut pivoter, et notamment dans le milieu des startups. Je sais qu'Antoine est très présent dans le milieu des startups. Vous allez couper l'herbe sous le pied aux startups. Elle est licorne, vous avez vu, 500 millions, elle a levé. Alors, le succès d'une startup est dû à qui ou à quoi? Aux capacités managériales du créateur ou au marché, ou l'adéquation au marché? Moi, je reste très prudent et très humble, en fait, quitte à avoir une blessure narcissique. Mais très souvent, c'est l'adéquation au marché qui fait qu'on s'éclate, en fait. Voilà. Au final, il n'y en a quand même pas beaucoup. Finalement, ce que vous dites, il y a quand même une plus grosse masse de gens qui vont doucement, qui mesurent leurs risques et qui sont mieux là-dedans que les quelques stars qui font une levée de fonds à 500 milliards. C'est vrai. Et puis, je dirais, tout dépend de qui on est et d'où on vient, en fait. Moi, quand j'ai créé mon cabinet en 76, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, en fait. Quand en 76, j'ai créé mon cabinet, je travaillais chez Burroughs, deuxième constructeur mondial d'informatique. J'étais promu à disparu des radars. C'était au siècle dernier. C'était au siècle dernier, c'était le deuxième constructeur mondial d'informatique. C'était incroyable, derrière IBM, juste derrière IBM. Voilà. Et donc, j'étais assuré d'avoir une belle carrière de cadre dirigeant, manager. Voilà. Et je me suis dit, tu as intérêt, mon petit gars, à vite te mettre à ton compte, parce que plus tu attends dans l'entreprise, plus ce sera confortable et moins tu voudras changer de vie. Voilà, parce que le risque sera beaucoup plus grand. Donc, si on a un petit salaire, on n'a pas encore d'endettement avec les appartements, les machins, les bidules, c'est maintenant qu'il faut foncer. Donc, la notion de risque, si j'ai peu de choses à risquer, je vais y aller, bien sûr, bien sûr. Donc, très souvent, les startups, peut-être qu'ils sont au début de leur carrière professionnelle, ils peuvent faire des paris, bien sûr. Et je dis bravo. Ou à la fin, alors, du coup, à la fin de la carrière, pas au milieu. Les seniors start-upers. Peut-être. J'ai Aleph qui est en Tunisie, je crois, qui nous écrit et qui nous dit « Pourvu qu'on soit congruent et aligné avec soi-même ». Ah, c'est très bien, parce que le mot congruence, je vais l'utiliser après coup. Un petit peu après. Bon. Un petit peu après. Mais c'est vrai, il a raison, en fait. Elle, c'est une… D'accord. Mais c'est vrai qu'on doit être en harmonie. On doit faire des choses en harmonie avec notre conception des choses, en fait. On ne peut pas appliquer
des règles comme ça, on ne peut pas appliquer des grands préceptes si on ne les ressent pas de l'intérieur. Je crois que voilà, on doit être exemplaire par rapport à ce que l'on est, ce que l'on fait. Je corrige, c'est AFEF, désolé. Ah, d'accord. Okay. Bon. Nos amis tunisiens, bonjour à mes amis tunisiens. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que je suis né à Carthage. Voilà. Il n'y a pas plus beau pays que la Tunisie. Voilà, je le dis en passant. Peut-être la Sicile, mais bon, c'est très chaud. Entre la Sicile et la Tunisie, mon cœur balance. Hein. Voilà. Hein. Quand il y a des matchs de foot entre l'Italie et la Tunisie, je suis embêté. Allez, on arrive à la 5e valeur, règle d'or. Donc, la 5e règle d'or, sois fidèle à tes valeurs et demeure bienveillant. Eh oui, eh oui. On doit avoir des valeurs. On doit avoir des valeurs et les respecter, les faire vivre. Alors, d'où viennent ces valeurs? Pareil, comme tout à l'heure, je disais, on ne peut pas appliquer, plaquer des choses sur un existant. D'où viennent ces valeurs? Ben, je crois que ces valeurs, elles viennent de notre famille, forcément. Elles viennent de nos parents. Hein. Elles viennent de notre milieu, de notre éducation, de notre formation, de nos expériences, de nos succès, de nos échecs. C'est tout ça, en fait. Hein. Tout ceci a été constitutif de nos valeurs. Et chacun a sa propre hiérarchie des valeurs, en fait. Hein. Et on n'a pas de jugement à porter sur les valeurs de Dupont ou de Durand, en fait. Hein. Donc, elles ont toutes leur intérêt. Ce qu'il faut, c'est justement cette congruence en fait, hein, qui est importante en fait. Hein, c'est vivre avec ces valeurs. Est-ce qu'elles sont éthiques? Est-ce qu'elles sont idéologiques? Est-ce qu'elles sont spirituelles? Un petit peu tout ça en fait. Hein, et on va essayer on va éviter, même on va surtout éviter de les transgresser en fait. Hein, autant dans la transgression comportementale est intéressante, autant pour les valeurs. Non, je crois que là, si on veut se regarder le soir dans un miroir, garder la tête haute, ne pas avoir la main qui tremble dans nos décisions, ben, il faut être respectueux des valeurs, en fait. Hein. Il faut être loyal, parce que la loyauté, c'est fondamental, en fait. Hein. Il faut être fidèle, hein, fidèle à soi, fidèle aux autres, en fait. Hein. Et il faut surtout être bienveillant, hein, c'est-à-dire porter un jugement équilibré et positif, hein, on rejoint notre première règle d'or hein, sur irradie du positif, tu vas ressortir du positif en fait. Hein. C'est tout ça en fait. Hein. Et être bienveillant, c'est quoi? Être bienveillant, c'est ne pas voir systématiquement le mal chez l'autre, hein, comme parfois on a tendance à pointer du doigt ce qui ne va pas ailleurs en fait. Hein. Je crois que être bienveillant, c'est d'éviter la machine à juger en fait. Hein. Être bienveillant, c'est dépasser la simple recherche de la performance, c'est pour exceller dans le mieux travailler ensemble. Hein. C'est respecter l'autre avec ses différences, c'est faire preuve d'humilité hein, et de confiance dans les relations interpersonnelles. C'est de ne pas se mettre systématiquement en avant, mais au contraire comme l'autre. Le plus important, c'est ce que je répète, c'est mon leitmotiv en fait. Hein. Être bienveillant, c'est se mettre à la place de l'autre, pour mieux le comprendre. Pas pour l'approuver, hein, mais pour mieux le comprendre. C'est faire preuve d'empathie, hein, c'est la définition même de l'empathie en fait. Hein. Être bienveillant, c'est être coopératif. Être coopératif afin de trouver ensemble la bonne solution qui soit satisfaisante aux deux parties en fait. Hein. C'est trouver un compromis acceptable pour tous. Être bienveillant, c'est reconnaître l'autre et le lui dire régulièrement. En entreprise, qu'attendent des salariés? À part le salaire, qui est important, je n'en disconviens pas, mais on attend de la reconnaissance. Et pour moi, un des outils fabuleux du management, je crois qu'on l'a bien développé dans notre bouquin sur le management Epifit. Ah, voilà, le management Epifit. Donc, on détaille sacrément la reconnaissance. C'est un levier, hein, c'est un moteur super important, la reconnaissance. En fait. Il faut le dire. Je crois que c'est proche de l'assertivité. L'assertivité, c'est dire des choses quand quelque chose ne va pas, on le dit, mais quand quelque chose va bien, on le dit. Et on s'appuie sur cette chose qui va bien pour masser les mollets de son collaborateur, en fait. Hein. Voilà, c'est ça l'idée.
il faut… On a beaucoup de réactions, Florian. Moi, je voulais compléter la notion de reconnaissance dans l'entreprise. Nous, on fait aussi de la haute placement. La haute placement, c'est l'envers du décor du recrutement. Donc, on accompagne des collaborateurs vers leur nouveau projet professionnel. Et la plupart des gens qui viennent nous voir pour nous dire « je veux faire un autre placement avec vous », quel est le motif de séparation. Et même les candidats, lorsqu'on leur demande en recrutement « mais pourquoi vous quittez votre entreprise ?» La plupart du temps, je dirais presque 80%, c'est un manque de reconnaissance. C'est pas je gagne mieux, moins bien, ou ceci ou cela. C'est on n'a pas respecté les valeurs, on m'a pas reconnu, etc. C'était un pion. Il était considéré comme un pion. C'est incroyable. Pourtant, un employeur avec un peu de bon sens doit comprendre qu'on ne peut pas traiter les gens comme des pions, comme des chiens. C'est pas possible en fait. Hein. Ça me semble tellement évident que voilà. Donc, Sophie nous dit, parce que ça réagit beaucoup, hein, il y a des cœurs, des pouces, ça y va dans tous les sens, donc les valeurs et la bienveillance s'interpellent beaucoup. Sophie nous dit quelque chose d'intéressant, trouver ses valeurs, c'est agir avec le cœur et quitter son ego et ses schémas mentaux qui nous limitent. C'est vrai, mais les schémas mentaux, on doit quand même les avoir en tête, en fait, hein, pour justement rechercher cette congruence, en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux avoir de toute façon des schémas mentaux positifs. Hein, j'ai un axe, hein, j'ai un axe positif et je vais tout faire pour le respecter en fait. Hein, c'est sûr, c'est sûr. Alors comme je sais qu'on aime bien la polémique ici, j'ai Carole qui nous dit c'est le monde des bisounours que vous décrivez, Florian. Non, surtout pas. Non. J'ai pris la précaution tout à l'heure de dire je ne décris pas un monde de bisounours. Hein, j'essaye d'avoir une belle paire de lunettes en fait. Hein, c'est ça. Et si je suis positif, l'autre sera positif, forcément. Si je ne rentre pas dans le lard de cette jeune femme, elle va accepter mon argument. Donc j'ai intérêt à argumenter de manière positive, de sourire, d'être patient, d'être bienveillant. Et peut-être que je vais pouvoir faire passer mon message. Mais si je la brusque, si je la prends à contre-pied, ça ne va pas le faire. En fait, hein. Donc c'est tout ça. Et ce qu'il faut, c'est que ce que je viens de dire, je le fasse en réflexe. Je n'ai plus besoin de réfléchir. Je ne me force pas. Voilà. Je ne me force pas. En étant sympa avec les autres, je ne me force pas. Parce que c'est dans ma nature. Je l'ai peut-être développé, mais à la base, il y a quand même quelque chose de positif, en fait. Hein. Sujet, verbe, compliment. Je répète. Sujet, verbe, compliment. Voilà, c'est ça. Pareil, Claudia nous dit, toujours pour aller dans la polémique, Claudia nous dit, le conflit a du bien parfois. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas tellement le conflit, c'est la confrontation en fait, hein, le désaccord, hein, bien sûr. Mais qu'on explique bien les règles du jeu quand on négocie avec quelqu'un, quand on discute avec quelqu'un. Prenez les sujets qui fâchent, la politique, la religion par exemple en fait. Hein, qu'on soit d'accord. Reprenons encore une fois l'image que j'avais énoncée tout à l'heure. Lorsque deux personnes échangent une idée, il faut qu'elles repartent toutes les deux avec deux idées. Donc, il faut avoir cette capacité à vouloir comprendre l'autre, à comprendre ses arguments, en fait. Hein. Donc, l'autre n'est pas d'accord, très bien, reformulons. Et rien qu'en reformulant, la technique est basique et très simple, mais on va s'imprégner de ce que dit l'autre. On va mieux comprendre l'autre en reformulant, et pas en étant bloqué, en fait. Hein. Parce que j'ai peur, dans le conflit, j'ai peur qu'il y ait opposition. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans le conflit, c'est l'interpénétration. Voilà, l'interprétation. Voilà. Ça m'intéresse. Je vais en ressentir plus fort. Alors, on arrive à la 6e règle, c'est ça? 6e règle, sois vrai, privilégie l'être à l'avoir, l'être au paraître. Alors là, ça va déchaîner les passions, j'imagine. Hein, privilégie l'être à l'avoir, l'être au paraître. Voilà. Je crois qu'il faut rejeter le masque social. Le secret, c'est ça. C'est enlever le masque social et être authentique. S'exprimer avec sincérité et avec engagement, en donnant de soi une image qui dépasse l'opinion des autres, en fait. Hein. Je crois qu'il ne faut pas être esclave de ses idéaux. Hein. Il faut penser par soi-même. Il faut agir comme on l'entend. Nos actes seront bons dès l'instant où ils seront conformes à ce que l'on pense.
et pas par rapport à une norme. Hein. C'est ce que disait tout à l'heure notre ami en parlant de congruence. Bien sûr, bien sûr. Hein. Je crois que le plus important dans la vie, c'est la relation à l'autre. Voilà. Et la manière dont on déplace le curseur. Donc, il y a deux curseurs hyper importants. C'est l'assertivité et c'est la congruence. Donc, l'assertivité, c'est le fait de dire que c'est bien quand c'est bien et que c'est mal quand c'est mal. Mais sans agressivité, sans jugement, en expliquant les choses simplement, en fait. Hein. Dans le cadre d'une bonne confrontation, oui, bien sûr, avec de l'écoute, avec du respect de l'autre. Hein. J'aime pas le mot tolérance, hein, c'est pour ça que je ne parlerai jamais de tolérance, parce qu'il y a un petit côté suffisant dans le mot tolérance qui ne me plaît pas. Je préfère le respect de l'autre. Je respecte l'autre avec ses différences, voire même j'apprécie ses différences. Voilà. Je ne rejette pas d'un bloc. Mais donc, je suis assertif. Je dis ce que je pense. Voilà. Et plus je prends de l'âge, plus je suis assertif. Parce qu'il y a des choses que maintenant, je ne tolère plus, en fait. Hein. Donc, je deviens peut-être plus exigeant. Peut-être que je suis plus exigeant par rapport à moi, et donc, j'attends des autres qu'ils soient exigeants. Mais l'assertivité, c'est ça. C'est le dire vrai. Hein, c'est le parler vrai, en fait. Hein. Et il faut bien sûr de la bienveillance par rapport à... ça accompagne l'assertivité. Et la seconde notion importante à respecter, c'est la congruence. C'est-à-dire mettre en harmonie ce que l'on dit, ce que l'on fait. Bien sûr, c'est fondamental. C'est être exemplaire. Hein, on ne peut pas... tous les grands scandales dont on parle... c'est par le manque de congruence que les hommes politiques, l'homme politique qui va vous parler de fidélité, puis qui trompe sa femme, ou qui trompe ses enfants, machin, etc. L'homme politique qui se fait offrir des costumes, c'est nul en fait. Hein. C'est un manque total de congruence, et c'est ce qui va pénaliser l'ensemble des gens. On veut des gens peut-être simples, mais qu'ils soient cohérents hein, par rapport à leurs idées en fait. Hein. On ne cherche pas midi à 14h. Des choses simples, en fait. Hein. Donc, faire appel au bon sens. Moi, le bon sens, je ne l'ai pas marqué en règle d'or, mais pour moi, c'est le b.a.-ba, en fait. Hein. Enfin, tout est sous-tendu par du bon sens, en fait. Hein. Je ne recherche pas des règles sophistiquées, faisant appel à des philosophes ou à des grands psychologues. C'est du bon sens que l'on peut retrouver. Je ne pense pas que ce que je dis soit révolutionnaire, mais c'est empreint, je parle avec mon cœur en fait, hein, et du bon sens. Voilà Loïc, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à cette règle? Sois vrai, privilégie l'être à l'avoir, l'être au paraître, c'est l'authenticité en fait, hein. C'est pas en accumulant des richesses, hein, l'avoir, c'est pas en se parant de médailles, j'ai la Légion d'honneur, mais je vais pas me balader avec ma Légion d'honneur en permanence, j'ai mes diplômes, mais je ne vais pas me balader avec mes diplômes en permanence, etc., en fait. Hein. Donc, je préfère être moi-même. C'est quand même beaucoup plus fort, plus authentique. Oui, ils sont très sages sur ce. Ça a été plus fort sur la bienveillance jusqu'avant. Là, ça discute entre eux. Il y a juste toujours pareil des questions de comment faire, comment être plus vrai. Ça ne doit pas s'étudier. Si ça s'étudie, on ne sera pas vrai, on ne sera pas spontané. Je crois qu'il faut de la spontanéité, en fait. Hein. On est comme on est. Voilà. Le piège, c'est d'avoir un idéal trop élevé et de vouloir s'en rapprocher. D'où la nécessité de se connaître, en fait. Hein. Il faut se connaître, il faut s'apprécier. Il faut s'apprécier avec cette défaillance, hein, avec ses faiblesses. Et peut-être que l'astuce, c'est de transformer ces faiblesses, enfin, ce qu'on croit être des faiblesses, en une force. Et là, effectivement, on a résolu la quadrature du cercle, en fait. Hein. Voilà. Hein. Non, il faut être soi-même. Hein, il faut être soi-même. C'est le plus grand conseil qu'on donne aux candidats quand on fait de la haute placement, en fait. Hein. Voyez vous-même, ne jouez pas un rôle de composition. Ça va pas le faire parce que ça va se démasquer. Vous allez être démasqué un jour ou l'autre, en fait. Hein.
Alors Florian, vous qui êtes un homme de lettres, mais qui est aussi un homme, alors pas sur Instagram, mais de réseaux sociaux où vous affichez beaucoup, vous parlez beaucoup, etc. Il y a un débat qui est en train de s'installer en disant, ouais, sur les réseaux sociaux, notamment les jeunes, c'est beaucoup le paraître, c'est très standardisé, etc. Alors comment gérer ça? Est-ce que on est plus dans le paraître du fait de cette nouvelle génération et de ces nouveaux outils? Comment on pilote tout ça? Alors, il y a paraître et paraître. Hein. Quand je, sur Facebook, par exemple, quand je prends des photos, quand je parle de choses, j'aime bien l'autodérision. Voilà, j'aime bien l'autodérision. Donc, je dis des choses, mais j'essaie de ne pas trop me prendre au sérieux, en fait. Hein. Je veux éprouver du plaisir. Hein. Je veux éprouver du plaisir en disant quelque chose, en citant quelqu'un, en fait. Hein. Donc, il faut que la simplicité apparaisse derrière la dérision, en fait. Hein. Donc, oui, c'est ça, en fait. Hein. C'est pas paraître pour être meilleur que l'autre. Le but, c'est pas. Jamais j'ai utilisé ce mot-là. Vous l'avez remarqué. Hein. Je ne dirais jamais qu'il faut être meilleur que les autres. Je crois qu'il faut être meilleur que ce que on a comme opinion de soi-même. Voilà. Ça, c'est le véritable enjeu, c'est par rapport à soi. Hein. Par rapport à soi. C'est pas la compétition qui m'intéresse dans la vie, c'est l'émulation. Voilà, c'est ça. C'est l'émulation. L'émulation est 100 fois plus importante que la compétition. Alors, il y a Sandy qui nous dit, avec l'expérience, on s'assume plus aussi, avec l'âge. Oui. On devient plus rond. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui disait, alors je reprends la phrase, je ne sais plus qui, a parlé de entre gris clair et gris foncé. C'était, pour ma génération, c'était Jean-Jacques Goldman qui avait fait un album. La vie est entre gris clair et gris foncé. Elle n'est ni noire ni blanche, on n'est plus mesuré. Et Sandy qui dit aussi, est-ce bon de trop se dévoiler, surtout dans le monde du travail? Être trop vrai, être trop paraître, voilà. Comment on gère ça? C'est une excellente question. Voilà, c'est une excellente question, c'est vrai. Alors, en tant que candidat, là, je prends la casquette du recruteur, en fait, hein, ou d'outplaceur, on va dire. L'honnêteté trop crue ne paye pas. Voilà. Non. Parce que en entreprise, malheureusement, on attend certaines conventions. Voilà. Donc on n'arrive pas à être vrai. Il ne faut pas être trop vrai. Voilà, pas être trop vrai, je dirais, en fait. Il ne faut pas… à la question pourquoi choisir ce secteur d'activité, la réponse pourquoi pas, hein, il n'y a pas de saut métier. On peut le penser fortement, mais ce n'est pas la peine de le dire. Pourquoi ce n'est pas la peine de le dire? Parce que la personne qui vous pose la question, pour lui, il n'y a pas plus beau métier que le sien. Donc, si vous voulez rentrer dans son entreprise, ne lui dites pas que la dératisation, pourquoi pas la dératisation? À Hasbrook, c'est pas… Nos amis d'Hasbrook, bonjour. Il faut bien manger. Non, parce que lui qui travaille dans la dératisation, il n'y a pas de métier plus noble que la dératisation. Donc, la vérité pour l'un n'est pas la vérité pour l'autre, en fait. Hein. Donc, il faut pouvoir s'adapter à l'autre quand même. Voilà. Et donc, trouver ce qu'il y a de bien dans la dératisation, de positif dans la dératisation, pour ne pas dire d'énormes mensonges, en fait. Hein. Et je dirais même plus, si la dératisation ne vous va pas, ne postulez pas. Et cette semaine, pour rester dans le vrai, cette semaine, j'ai une candidate qui me dit, ouais, j'ai des valeurs, parce que je recrute dans une entreprise qui a beaucoup de valeurs, dans l'inclusion, le handicap, la petite enfance, etc. Donc, des gens qui ont des valeurs très, très fortes dans ce milieu-là. Et puis, elle, pour me défendre le fait qu'elle avait des valeurs, elle me dit, bah, moi, j'ai pas ces valeurs-là, mais j'ai des valeurs écologistes, etc. Et à un moment donné, on discute et dans un de ses métiers, elle avait travaillé pour Gazprom. Je dis, vous avez des valeurs écologiques. Elle m'avait fait tout un discours 5 minutes avant. Hein. Et après, elle m'explique qu'elle a travaillé pour Gazprom. Gazprom, c'est une société qui vend du gaz naturel, énergie fossile, etc. Et je dis, mais il n'y a pas un truc? Non, mais voilà. Et c'est là où ça ne va pas. C'est là où ça ne va pas. Il faut être nuancé. Il faut être nuancé et trouver un juste milieu. Allez, on arrive à la 7e et dernière règle d'or. Exactement. Parce qu'en plus, je crois que tu as une surprise pour nous après, je crois. On dévoile un petit peu la chute. Oui, puis en plus, le temps tourne. Allez, 7e et dernière règle d'or selon Saint-Florian. Aspire à la sagesse, dépasse le matériel pour rechercher le spirituel. Voilà.
c'est très beau comme règle d'or, en fait, hein, parce que je crois que le début de la sagesse, c'est la prise de conscience de l'ignorance que l'on porte en soi. Voilà. N'oublions pas que l'étymologie de sagesse, ça vient du latin sapientia, hein, qui signifie savoir. Voilà. Et si l'amoureux de la sagesse est philosophe, philo veut dire j'aime, hein, Sophia signifie sagesse. Et je crois que les philosophes dans l'Antiquité, ben, ils cherchaient à être des sages et à trouver des règles pour vivre en harmonie sa propre vie, en harmonie avec soi et avec le cosmos. Voilà. Je crois que le sage, c'est quelqu'un qui est un être tempéré par nature. Je crois qu'il cherche, on en parlait un petit peu tout à l'heure, sans l'avoir défini comme sage, je crois qu'il recherche avant tout le juste milieu. Hein, il valorise la prudence et la tempérance. Hein. Ça ne veut pas dire que le sage n'éprouve pas de la peur, hein, ou des émotions, mais il sait les maîtriser, il sait les canaliser. Hein. Je crois que c'est ça, en fait. Hein. Je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre la partie rationnelle de son âme, hein, donc la raison et la logique, avec la partie affective, hein, les désirs et les peurs. Hein. Donc le sage, ce n'est pas celui qui ne ressent pas de passion, hein, mais c'est celui qui les domine, qui les maîtrise. C'est pour ça que je suis contre la théorie bouddhiste avec le nirvana. Le nirvana, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence de tout désir, l'extinction de tous les désirs. Oh, légumes, c'est abominable. N'atteignez pas le nirvana, ça c'est mon conseil. En revanche, sachez maîtriser vos passions, sachez les analyser et vivre pleinement vos passions. Ça c'est plus intéressant. Voilà. Donc ce qui veut dire que la sagesse entraîne nécessairement un certain détachement vis-à-vis des choses matérielles. Voilà. Parce que la sagesse, c'est la richesse avant tout, la recherche de la richesse intérieure. Prenons le roi Salomon comme exemple dans l'Ancien Testament. Dieu avait proposé le cadeau qu'aurait voulu le roi Salomon. Qu'est-ce qu'il a accepté, Salomon, comme cadeau? Il a accepté la sagesse. Il n'a pas accepté les richesses matérielles, il a accepté la sagesse. Voilà. Je vous souhaite à tous la plus belle des sagesses. J'ai dit, mon cher Loïc. Merci Florian. Merci à tous. Alors vous pouvez continuer à réagir bien évidemment. Certains nous disent laisser place à son intuition, d'autres nous disent qu'il faut connaître ses drivers et notamment dans l'entreprise il y a des drivers un peu forts. JC nous dit soit fort, soit parfait, fait plaisir, etc. qui nous limitent sur ce genre de choses. Un grand bonjour de Tunisie. Alors moi, effectivement, je vais vous parler d'une petite surprise. Oh, qu'en est pas une, c'est une règle complémentaire et une règle simple qui est de la gestion du temps. Florian, parce que effectivement, il y a une richesse dans tout ça et dans ces règles de vie, c'est de bien gérer son temps pour pouvoir appliquer toutes vos règles. Il faut bien gérer le temps parce que le temps est précieux, parce que le temps nous permet de faire beaucoup de choses, mais on a tous l'impression que le temps va vite, le monde va vite, va trop vite. Enfin, je ne sais pas vous, mais j'entends ça tous les jours. Moi, ce que je vous propose, c'est de participer à une de mes formations, celle qui aura lieu le 3 juin, 9h, 12h30 en distanciel, un petit peu comme on l'a fait, mais sur des petits groupes. Pour parler du temps, de la gestion du temps, de la philosophie autour du temps, des voleurs de temps, mieux vous organiser. Et puis j'aime bien, c'est pas de moi, c'est d'un certain Philippe Gabillet, qu'on connaît tous. Philippe Gabillet propose, et ça c'est une petite astuce que je vous donne, propose de supprimer dans son langage le mot de temps et le remplacer par le mot de vie. Et plutôt que de vouloir gérer son temps, apprenez à gérer votre vie. C'est un peu le sens qu'a voulu donner Florian tout à l'heure avec les 7 règles pour réussir sa vie et non pas réussir son temps. Si vous changez le mot temps par le mot vie, manager sa vie, je ne veux pas perdre ma vie et pas mon temps, etc. Vous allez voir, ça va avoir une autre connotation. Donc, si ça vous intéresse, il y a encore quelques places. Je serais ravi de vous avoir.
Pour terminer, n'oubliez pas de vous inscrire au prochain webinaire du Management du Formation Institute. Le prochain, ça sera le 24 juin, comment faciliter les ventes, techniques de vente. Ensuite, les meilleurs candidats sont-ils en poste? Une vraie question que nous posent tous les recruteurs, les bons candidats, hein, monsieur mentionne, hein, les bons candidats, ils sont où? Ils sont en poste, hein, les demandeurs d'emploi, les chômeurs, hein, c'est des feignants, hein, tous des feignants. On débattra de ce sujet. Ça sera Augustin Valero, notre associé, qui s'occupera de ça. Et puis, on fera une pause estivale bien méritée pour tous, pour vous comme pour nous. Et on reviendra le 16 septembre sur Manager, faire grandir pour mieux grandir, qui est la base de notre livre, hein, le Management Epifit. Voilà, j'ai terminé là-dessus. 3-6 payants. Oui, Claudia, c'est payant, effectivement. La formation, les webinaires sont gratuits, on vous offre du temps, justement, on vous offre un moment de vie. Et après, pour mieux vivre nous, on fait payer nos formations. On a de gros besoins, il faut le dire, en fait. Hein, donc, et oui, parce qu'on prend beaucoup de vacances, donc voilà, c'est ça. On réussit à notre vie. Y aura-t-il un replay? Oui, Nathalie, bien sûr, vous le recevrez peut-être directement via Livestorm. Et puis, de toute façon, on vous enverra un mail avec le support, le slide, le replay, toutes les informations. Ça, c'est Noémie qui est notre collaboratrice qui s'occupera de tout ça. Et donc, aujourd'hui, demain, etc. Quel est le prix? Facile, un module, 500 € la matinée. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit mail. Et puis, ça rentre dans un cycle de formation du Management Epifit où il y a jusqu'à 5 modules dans l'année, tous les 2 mois. Donc, ça, c'est le cycle Management Epifit basé sur le livre que voici. Et puis, on a un autre cycle qui tourne au mois intermédiaire, qui est le cycle du commerce, cycle du commercial, qui est basé sur notre livre Comment vendre honnêtement. Pareil, 5 modules. Donc, ça fait 10 modules dans l'année et on est libre de prendre 1, 2, 10, etc. On a des gens qui nous suivent régulièrement. Merci à tous. Florian, le mot de la fin peut-être. Ok, écoutez, vivez votre vie de manière intense et profitez de l'instant présent. Voilà, que la force soit avec vous. Merci à tous, 14h01, on a dépassé d'1 minute le timing. On vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Merci. Okay. Salut tout le monde, bye bye.